Coucou les exploratrices, coucou les explorateurs, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui j'ai 4 choses importantes à vous dire, mais avant tout, voilà, on se trouve désormais dans la province de Granada en espagnol. Et pourquoi on est ici? Finalement on a roulé 7 heures parce qu'avec les mesures qu'ils annoncent en Espagne, il y a de fortes chances qu'on soit confiné dans une province, enfin ils appellent ça une sous-province en fait. Et du coup on s'est dit, en cherchant un peu rapidement, on avait déjà roulé 5 heures, on a prolongé de 2 heures, on a roulé 2 heures de plus pour arriver ici. Et tout simplement pour avoir un compromis entre montagne et mer, puisque la province de Grenade a la chance justement d'avoir d'un côté ce beau parc national de la Sierra Nevada et de l'autre côté la mer. Donc on espère qu'on va pouvoir en profiter si jamais on est bloqué. Donc sinon les 4 sujets dont je voulais vous parler aujourd'hui. Donc le premier, c'est tout simplement qu'on a été sur l'un de nos plus beaux spots. Donc on voulait absolument vous partager ces images là, parce que là ça nous a vraiment fait rêver. On en a profité peut-être que 2 jours, mais ça a été vraiment intense. Le deuxième, c'est qu'on a envie de vous parler un peu de la suite du projet, quelques détails, mais ça je pense qu'on l'abordera vraiment plus en détail réellement dans le live de ce samedi à 20 h. Troisième sujet dans cette vidéo, quand on était sur le premier spot, dont vous allez voir les images, qui était vraiment fantastique, on a été découvrir un parc naturel et son monastère. Et là franchement aussi ça a été une découverte, c'était vraiment magique. Donc on vous a filmé tout ça, on vous partage tout ça. Si un jour vous venez dans ce coin de l'Espagne, c'est vraiment quelque chose à faire. Le quatrième sujet, c'est que comme dans tous les projets nomades, il y a des hauts et des bas, il y a des petits déboires. Et nous on a eu un petit déboire sur la pompe de relevage. Voilà, on est proche d'une ville, donc il y a les sirènes, c'est normal. Donc je disais, on a eu un petit déboire sur la pompe de relevage des eaux grises. Donc on a traîné ça pendant quasiment 3 semaines, le temps de commander les pièces et tout ce qui s'ensuit, de les recevoir, de les monter, de pouvoir se poser pour faire ça. Donc on vous montre tout ça en images, bon visionnage. Comme annoncé dans le début de la vidéo, voilà, on a l'intention de développer notre projet suivant 3 axes. Donc le premier axe, ça va être d'amorcer une démarche zéro déchet. Donc là, on sait qu'on se lance un gros défi. On n'est quand même pas au bout, mais bon, on aime bien les défis. On va voir comment on vous propose tout ça, comment on vous partage tout ça surtout. Ensuite, le deuxième axe, ça va être de rechercher un terrain, parce que ça, vous en avez déjà parlé en fait dans une vidéo d'il y a 3 mois à peu près. Je vous remets un petit lien vers cette vidéo, où forcément on avait l'intention de trouver un endroit pour se poser quelques mois par an pour pouvoir voilà, travailler, réfléchir, faire des choses, faire évoluer le projet bien sûr, et la tiny comme le camion. Donc ce qui nous amène forcément au troisième sujet, qui est la transformation du véhicule, puisque sans terrain ça serait vraiment impossible d'amorcer une transformation du camion en VASP, puisqu'il faut un peu de surface, un peu d'abri, des outillages. Donc tout ça, voilà, on va essayer de démarrer ça dans les semaines, les mois à venir. Donc pour cela, je vous remets un petit lien pour ceux qui souhaiteraient nous suivre dans toutes ces péripéties, parce qu'il va y en avoir forcément, pour l'abonnement, la petite cloche pour avoir les notifications dès qu'on met une nouvelle vidéo en ligne. Et en attendant, je vous propose de regarder la suite de la vidéo avec la découverte de ce magnifique parc naturel et de son monastère. Donc si on ne se revoit pas d'ici la fin, rendez-vous dans la prochaine vidéo ou dans le live les samedis. À bientôt!
Mes exploratrices. Viens. T'as vu, c'est silencieux. Là, c'était leur trône. Là, c'était le trône. Mais je suis fan de ce que la nature est capable de faire. Regardez ça. C'est juste magnifique. Heureusement la première fois, c'est pas grave. Et ça, c'est parce que c'est les années des gens qui s'appuient là, tu vois. Ah. C'est vrai? Bah oui, pour de vrai. Bah, t'aurais aimé, hein. Wow. Les marches sont toutes petites, super glissantes. Alors, je vous garantis, moi j'ai super peur. Léna, non, 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 non. Alors l'autre qui s'amuse à faire l'acrobate, là, ça va plus ou quoi? Avant, on pouvait passer là parce qu'ils sont interdits. Et sous l'eau, en fait, il y a des poissons. Donc la photo avec les yeux, c'est ici, là. Voilà, ça c'est la photo avec les yeux, quand on était à l'intérieur. Et je vous montre, on est passé dessous. Non, il y a beaucoup d'eau. Ça, c'est l'Espagne que je voulais découvrir. Disons qu'à l'origine, ici, il y avait un château arabe. Ce château, disons, appartenait à une famille noble. La famille noble l'a cédé au roi, donc Alphonse II d'Aragon. Et à son tour, il l'a cédé à l'ordre des Cîteaux. Donc il l'a cédé aux cisterciens du monastère de Poblet, dans la région de Tarragona. Donc en l'an 1186, 12 moines ainsi qu'un abbé sont venus du monastère de Poblet, ici, donc pour construire
ce monastère. La construction se fait entre l'an 1203 et l'an 1218, et en 1218, le monastère et les travaux donc, seront suffisamment avancés pour que les moines puissent venir s'installer ici. Les moines ont vécu ici jusqu'à l'an 1835. En l'an 1835, en Espagne, c'est ce qu'on appelle la desamortización de Mendizábal, donc qui était le ministre d'Isabelle II. Donc à l'époque, l'État avait besoin d'argent, donc il a vendu aux enchères des biens ayant appartenu à l'Église. Et donc les moines ont été expulsés, ce qui explique que vous allez voir que dans le monastère, en fait, il y a certains endroits qui sont détruits, car entre 1835 et 1843, quand une famille a acheté le monastère est resté abandonné, il y a eu beaucoup de saccages. En 1843, une famille achète le monastère, donc Pablo Montalas, et ça devient donc une propriété privée. Aujourd'hui encore, depuis 1843, c'est une propriété privée, aussi bien le parc que tout le monastère, et même des terres aux alentours. Et quand ils ont commencé à construire le monastère, en l'an 1200, oui, en 1203. Il y avait vraiment rien, parce que c'était un château. Il y avait les restes d'un ancien château. Ouais. Alors, disons qu'ils ont utilisé la pierre, donc la pierre que l'on voit ici, et surtout ce qui est resté, c'est que la partie tout ce qui sont les magasins, là où se trouvent les caves, c'est des restes de l'ancienne forteresse. Voilà. Ça, c'est la partie qui a été construite par les moines ici. Exactement. Donc là, nous avons par exemple la salle capitulaire, salle importante dans le monastère. Donc c'était une salle surtout où se réunissait l'abbé, ainsi que les moines les plus âgés, pour prendre les décisions les plus importantes du monastère. Et aussi dans cette salle, ils enterraient donc les abbés. Durant les 640 années d'histoire du monastère, 112 abbés ont été enterrés ici, dans cette salle capitulaire. Donc ça, c'est un hôtel baroque du XVIIIe siècle qui représente Saint Benoît de Nursie, donc le fondateur de l'ordre des bénédictins. Donc les cisterciens, en fait, c'était une branche des bénédictins. La statue est décapitée et mutilée parce que donc après 1835, la désamortisation du ministre Mendizábal, donc comme je racontais tout à l'heure, le monastère a été abandonné, donc il a été pillé. Donc il y avait une sorte de mouvement anti-religieux, donc qui faisait que les gens venaient ici, décapitaient et mutilaient toutes les images et les symboles religieux. Il y a aussi eu pas mal de saccages pendant la guerre d'indépendance. Donc les troupes napoléoniennes ont été ici dans le monastère. D'ailleurs l'église servait de quartier général et d'hôpital. Donc pour les troupes de Napoléon pendant cette guerre d'indépendance, il y a aussi quelques pillages. Voilà, donc on passe maintenant voir l'église. Ah Waouh! oui, d'accord, il y avait des images. Ils ont effacé les images. L'église a été terminée elle a été construite entre l'an 1260 et à peu près l'an 1280, pardon, 1360. Donc elle est en forme c'est une église au style, disons, gothique cistercien, entre le roman et le gothique. Elle a une forme de croix latine, donc avec 5 chapelles, et la chapelle la plus importante qui a été restaurée il y a environ 2 ans. Et là on a une chapelle aussi de style baroque, qui représente à Saint Bernard de Clairvaux. Saint Bernard de Claraval en espagnol, Saint Bernard de Clairvaux, qui était français d'ailleurs. C'est certainement le personnage, le moine le plus important dans l'ordre des Cîteaux, puisque grâce à lui, l'ordre des Cîteaux s'est étendu partout en Europe. Donc il est représenté en haut. Le personnage féminin qui est représenté en face, c'est sa sœur, Ombeline. Elle avait l'habitude de faire un feu central, plus important, D'accord. et des petits feux dans chaque coin. Mais cette cuisine est très importante, parce que c'est l'endroit où l'on a fait du chocolat pour la première fois en Europe, dans cette cuisine. Wow. Parce qu'un moine d'ici, donc des Cîteaux, a voyagé au Mexique en l'an 1530 avec un voyageur qui était Hernán Cortés, et comme cadeau à l'abbé, il lui a envoyé des sacs de cacao. Donc avec ce cacao et la recette, ils ont fait le premier chocolat en Europe. Mais ce n'était pas un chocolat comme celui qu'on a maintenant, hein. C'était une boisson. C'était un chocolat amer. Après, plus tard, ils ont inventé l'idée de mettre du sucre. Mais disons que c'était important pour les moines. Pendant qu'ils jeûnaient, disons, les moines les plus âgés pouvaient
pouvaient boire du chocolat, parce qu'en fait, ils considéraient que le chocolat n'était pas un aliment, donc ça ne pouvait pas rompre, disons, avec le jeûne. Exactement. C'est sûr, hein, c'est 50 ans seulement après la découverte des Amériques. Et oui. T'imagines, c'est là où ils ont fait du chocolat pour la première fois. Voilà, ici c'est où ils mangeaient. Alors il y avait une grande table qui était comme ça en forme de U, comme si c'était un U à l'envers. Et disons, au centre s'asseyait l'abbé et tout autour, tous les moines. Alors ils devaient manger en silence. Hein. Ils devaient écouter donc les lectures de la Bible et le lecteur se trouvait là. Une fois que les moines avaient terminé de manger, donc le lecteur aussi pouvait commencer lui à manger. D'ailleurs, s'il y avait des moines qui ne pouvaient pas descendre au réfectoire, par exemple s'ils étaient malades, ils avaient quand même obligation d'écouter ces lectures. Et ils le faisaient depuis la petite fenêtre qu'il y a là-haut. Cette fenêtre aujourd'hui donne à l'hôtel, mais anciennement elle donnait donc aux chambres des moines. Enfin, c'était des petites cellules plutôt que des chambres. Et voilà. On finit avec cette pièce très importante dans le monastère et surtout très importante en hiver. Parce que là, on se trouve dans ce qui était le chauffoir. Donc le chauffoir avec la cuisine, c'était les seules pièces où les moines pouvaient se réchauffer en hiver. Alors ça fonctionnait de cette manière. Après, quand je vais terminer, vous allez pouvoir le voir. En descendant les escaliers là-bas au fond, on passe par un couloir. Alors c'est un couloir qu'en espagnol, il a un nom qui s'appelle una gloria, une gloire. Il y a une expression en espagnol qui dit estar en la gloria, c'est-à-dire être dans la gloire, c'est-à-dire être bien. Et ça vient en fait de ce système de chauffage. En bas, les moines faisaient un feu, enfin du feu avec du bois et de la paille. Et ce feu, ce qu'il faisait, c'est réchauffer le sol. C'était en fait une salle un petit peu qui avait plusieurs fonctions. Donc ici, les moines, ça servait d'infirmerie. Donc les moines réalisaient les soins. C'était aussi comme coiffeur, ils se coupaient les cheveux, ils copiaient les livres ici. Et ils passaient du temps dans la partie d'en haut, parce que juste au-dessus, d'où on est, se trouvait la bibliothèque. D'ailleurs, on voit encore les marques des premières marches qui menaient jusqu'à la partie jusqu'en haut. Voilà. Donc si vous voulez voir comment est ce couloir, donc en fait on descend par là et on remonte par ici. On va vous expliquer un peu vite fait ce qui s'est passé au niveau de notre système de relevage. Donc au tout début on avait une alim en 6 ampères, 12 volts. Et la pompe qui est vendue avec le boîtier. Et en fait il y a eu deux problèmes. Donc le flotteur bloqué, le tuyau pincé, donc ça s'est rempli d'eau. Et Sylvia a fait une mauvaise manip, enfin elle n'a pas fait gaffe, hein, c'est que ça déconnait. Donc moi j'étais pas là, elle a voulu ouvrir le boîtier. Et le boîtier est en plein d'eau. Quand elle a ouvert, ben, l'eau est venue toucher la partie électrique. Donc ça nous a grillé, je pense, le transfo. Et en grillant le transfo, ça a dû mettre... Alors c'est ça que je comprends pas trop, c'est pourquoi la pompe ne fonctionne plus. À mon avis, c'est plutôt un problème mécanique intérieur. Parce qu'il y a un contacteur dans le boîtier, ici on entend, clac clac. Et on sent qu'il ne fonctionne pas tout le temps. Donc vu qu'elle est morte, je vais l'ouvrir pour voir comment ça fonctionne. Ça ne doit pas être bien méchant. Donc ce qui fait que j'ai racheté un transfo. J'en ai pris 2 du coup parce que je me suis dit si jamais il crame, voilà, j'en aurai un de secours, au moins on ne sera pas embêté pour l'évacuation des eaux. Parce qu'aujourd'hui on se démerde avec ça, avec le bac là. Et j'ai racheté une pompe d'une autre marque, j'espère qu'elle sera un peu plus fiable. Parce que Siflo c'est assez reconnu dans le monde du bateau. Et bon, je pense que c'est exactement les mêmes fabricants parce que c'est le même design, il n'y a pas grand chose qui change. Mais peut-être que la fiabilité des composants intérieurs est meilleure. Donc j'ai plus qu'à remonter tout ça là-dedans. Je vais raccourcir les câbles là, parce que c'est un peu long. Et j'ai viré le tuyau qui était pincé, comme ça si jamais il y a un trop plein et que la pompe ne fonctionne pas, bon, au moins ça pissera à l'extérieur sans problème. Donc il n'y a plus qu'à remonter et espérer que ça fonctionne, parce que là ça va faire 2 semaines facile qu'on tourne avec le bac là, que c'est vraiment galère à gérer ça.
ça fait dégueulasse. Donc tout à l'heure pour la suite. Attends En pas. fait, sur cette pompe là, le souci qu'on a, c'est que il y a deux types d'alimentation. Une alimentation suite à contact avec le flotteur et une alimentation continue en 12 volts. Et en fait, c'est celle qui fonctionne avec le flotteur qui déconne, parce que le 12 volts en continu va très bien. Sauf qu'on ne peut pas laisser tourner la pompe en 12 volts en continu. Et bon, je pense que je vérifierai quand même au cas où il n'y ait pas un BINS autre part. Mais pour moi, le contacteur du flotteur, il est mort. Et si c'est vraiment ça, bah, je l'ouvrirai pour voir comment c'est foutu. Mais c'est pour dire que voilà, c'est dommage. Heureusement, c'est pas quelque chose qui vaut trop cher. Il y en a qui vont nous dire ouais, c'est un peu sous-dimensionné, mais fonctionne. Enfin, franchement, non, il n'y a aucun problème de. On n'a jamais été embêté pour le refoulement des eaux, ça évacue super bien. C'est juste que moi, j'avais certainement un peu mal conçu mon trop-plein. Le trop-plein, c'était ce tuyau-là, voilà, ici. Et j'avais mis donc un tuyau qui allait de là jusqu'au dessous du boîtier pour évacuer. Sauf que le tuyau, il s'est pincé. Et c'est ça qui fait que ça a débordé. Donc on s'est retrouvé avec de l'eau surtout dans tout le boîtier. Enfin, voire même... ça a pu s'évacuer parce que j'avais quand même fait des tout petits trous sur les côtés, dans les quatre coins. Et ce qui fait que bah, quand Sylvia a ouvert, tac, le niveau de l'eau est venu dans le boîtier, tout ça, et ça a foutu un court-circuit. Et heureusement qu'on a des disjoncteurs pour tout ça. Il n'y a plus de soucis, hein, c'est-à-dire que là je l'ai viré, le tuyau, il y a un trou qui est énorme dessous, donc si jamais il y a un trop plein, bah, ça pissera par l'extérieur. Et puis on le verra, s'il y a un souci, ça sera tout mouillé dessous. Il n'y aura plus qu'à réparer. Ah, c'est ça que tu connectes. Fais voir, attends, fais voir les connecteurs. Donc là, Sylvia va remettre le disjoncteur en route. Moi, je vais refermer la boîte. Tac. Et on va faire couler l'eau pour voir si ça s'évacue. Oh là, oh là, oh là. Attends. Putain. Bah, c'est bon. Le boîtier est fermé. Avec les cadenas là. Tac. J'ai remis le bouchon. Ouais, c'est bon, j'ai remis le bouchon. T'as allumé. Vas-y. On va voir si on l'entend. Tu fais couler là? Tu fais couler? On va attendre que ça arrive. Ben, je pense. Je pense. Ça va se mettre en route. Ouais, on entend la pompe qui essaye de s'amorcer. Et on se lance. Je sais pas si... Ouais. Je l'entends tourner, mais je sais pas si elle renvoie l'eau dans le réservoir. Je pense que oui, parce qu'il n'y a rien qui coule. Ouais, ça a l'air bon. En plus, elle est moins bruyante que l'autre. Voilà, je coupe. Allez, c'est réparé. Rendez-vous au prochain problème.